Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre consacrée donc à la détection et la révélation de nouveaux talents. Alors avec nous pour en parler, Estelle Duménil. Bonjour Estelle, alors tu es directrice artistique pour Steinkiss et éditrice depuis une quinzaine d'années. Tu es super... Pardon ? Non, tu vas prendre... Excuse-moi. Oui, pour les éditions Jungle. Jungle, voilà. Et donc tu supervises grosso modo la publication d'une trentaine de livres par an ? Entre 20 et 30. Ouais. Entre 20 et 30, avec que de la création. Oui, principalement la création. Et beaucoup de nouveaux talents. Oui. On peut le dire. Quand même, alors, je vais en citer comme plusieurs. Là. Il y a les séries, donc l'Alchimiste, d'Ombre et de Feu. Alors on va voir d'ailleurs, normalement on a des visuels, mais qui vont défiler. Il y a aussi l'adaptation de Enola Holmes, par Serena Brasco, donc les romans de Nancy Springer, et puis tu as aussi, par exemple, Le Baron Perché de Claire Martin, d'après Italo Calvino. Donc tu nous raconteras comment tu repères les nouveaux talents, par quel biais. À côté, justement, Manon Debaille. Bonjour Manon. Tu es un nouveau talent et l'autrice de notre panel. Tu as été révélée par ton première bande dessinée, La Falaise, qui est publiée aux éditions Sarbacane l'année dernière. C'est ça, un an. Ouais, c'est ça. Et là, tu travailles actuellement sur la deuxième, toujours pour les éditions Sarbacane, je crois. Alors, tu nous raconteras comment tu as été révélée aussi, comment effectivement on aborde le monde de l'édition, même si tu le connaissais un petit peu, parce que tu avais travaillé en tant que maquettiste freelance, c'est ça, un peu pour 2024, les éditions 2024 ? Ouais, et babysitter aussi. Et babysitter des éditeurs. Et pour compléter quand même, tu as fait donc l'école des Arts Déco de Strasbourg, où tu avais aussi cofondé un collectif de micro-édition. C'est ça. Mookie, c'est ça, avec un tréma sur le... Mookie. Mookie, voilà. Et qui t'a permis aussi d'avoir tes premières commandes. C'est ça. D'illustratrice pour des médias plutôt prestigieux, si je me souviens bien. Ouais, genre le New York Times. Le New York Times, quand même, c'est pas mal. À ma droite, Clotilde Palois. Bonjour Clotilde. Alors là, tu travailles pour les éditions d'Argo depuis une dizaine d'années, mais depuis avril 2021... 2020. Tu as lancé Matin, donc une revue numérique publiée sur Instagram par série donc de 10 cases chaque matin, donc 10 cases qui sont faites par un duo d'auteurs ou d'autrices sur des thèmes aussi variés que l'écologie, le féminisme, aussi la contraception masculine, la maltraitance animale. Plusieurs livres ont été édités à partir de ces séries. Donc, par exemple, il y a Sandrine et Flibuste contre la maltraitance animale de Sandrine Deloffre, aussi Le cœur des Obes de Bobika, qui raconte donc tout son parcours par rapport à la contraception masculine. Mythe et Meuf de Blanche Sabat, superbe livre. Et puis aussi... Procrastination écologique de Maïté Robert, et Plastique tactique, Capucine Dupuis, Terreur graphique. Voilà, avec Terreur graphique, qui est lui qui avait déjà... Il avait quelques albums déjà. Mais en fait, Matin, la spécificité, c'est que des auteurs et des autrices que tu révèles, finalement, que tu publies et que tu as souvent repéré sur Instagram. Tout à fait. Ou dans les écoles. Tu nous raconteras ça. Et donc enfin, Alain David. Alors bonjour Alain. Bonjour. Tu es donc éditeur aux éditions Futuropolis depuis 2007, mais avant tu étais aux éditions Rackham, une maison d'édition que tu as cofondée, voilà. Et donc tu as par exemple publié en France les premiers albums de Pascal Rabaté ou Cocor. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis même pour des auteurs américains, Joe Sacco, tu nous as fait... Joe Sacco, ouais, je travaille avec lui depuis le premier livre en fait, ouais. C'est ça, depuis le premier livre. Et donc aux éditions Futuro depuis 2007, tu continues à publier Cocor ou Pascal Rabaté, mais il y a plein d'autres auteurs ou d'autrices. Je crois à la fidélité. Et donc récemment, par exemple, tu as publié le premier roman graphique d'une autrice anglaise qui s'appelle Catriona Chapman, qui s'appelle Breakwater. Donc tu nous raconteras comment c'est tombé un peu sous ton radar. Et puis il y a aussi d'autres livres. Tu nous parleras par exemple de tes projets en cours avec Jean Leveugle sur un album sur la cartographie qui va sortir, je crois, l'année prochaine. Ou 2024 2024, ouais, c'est ça. Là, il faut un peu de temps pour faire des livres. Donc tu nous raconteras comment aussi. Je vais vous raconter ça si vous voulez. Et juste déjà première question à vous trois. On va peut-être mettre Manon un peu. Qu'est-ce que c'est pour vous un nouveau talent ? Est-ce qu'il y a une typologie ou au contraire c'est très très libre ? Parce que je sais par exemple, Alain, tu me disais, il n'y a pas d'âge pour être un nouveau talent et. Oui, un nouveau talent, il n'y a pas d'âge effectivement. Enfin comme pour
tous les arts, pour tous les médias dans le fond. C'est juste quelqu'un qui à un moment se révèle dans une envie et voilà, et le talent en plus, qu'est-ce que c'est. Mais et en tout cas arrive à convaincre, en l'occurrence pour l'édition, un éditeur, une maison d'édition, de son talent justement, quoi. Mais puisque quand on dit qu'il n'y a pas d'âge, j'ai récemment publié la première bande dessinée de Paul et Gaëtan Brizzi, qui donc ont fait leur carrière dans le dessin animé chez Disney. Ils ont fait un Astérix, ils ont fait la bande à Picsou, ils ont fait 40 ans de dessin animé, quoi. Ils dessinent depuis l'âge de 5 ans, c'est des jumeaux. Et en fait, leur première bande dessinée a été publiée, ils avaient 62 ans, quoi. Mais c'est des nouveaux talents, ils aiment à le dire, hein. On est des jeunes auteurs. Voilà. Donc tout est relatif. Clotilde, pour Matin et les talents que tu repères, est-ce qu'il y a une typologie quand même ? Alors, de fait, les auteurs et les autrices que je publie passent sur Instagram, donc ils ont déjà une appétence ou une affinité avec ce support. Donc, en général, ils n'ont pas 62 ou 63 ans, même s'il y a des tas de 62, 63 ans qui sont sur Instagram. Et puis, en général aussi, je les rencontre dans les écoles, etc. Donc, nouveau ou jeune talent, c'est vraiment dans le sens premier. C'est vrai ils ont entre 20 et 30 ans. Mais les talents, c'est vrai que c'est tout à fait subjectif. C'est aussi un dessin qui me touche, une histoire qui me parle, qui m'interpelle, qui colle à la ligne de Matin. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un talent, sinon ce qu'on a un peu dans le ventre et ce qu'on voit. Et après, il y a parfois un consensus de la part de tous les éditeurs, éditrices, lecteurs, lectrices sur cette personne est extrêmement talentueuse. Voilà. Mais aussi, il y a une nuance à faire. Souvent sur Matin, il y a beaucoup d'illustrateurs, illustratrices qui m'écrivent en DM pour me dire j'adore ce support, j'aimerais travailler avec toi. Et il se trouve qu'ils sont illustrateurs, illustratrices. Et même s'ils sont incroyablement talentueux, certains ne savent pas faire de la BD à proprement parler. Et c'est là que c'est amusant de sentir s'il y a une affinité avec le récit, la narration, et de voir s'il y a quelque chose à tirer. Et il m'arrive de faire ça sur Matin, parce que c'est une sorte de laboratoire. Et au début, on commence, et les bulles les éléments de base sont pas encore intégrés, quoi. Normalement, dans une BD, on commence la première bulle à gauche, la deuxième à droite, etc. Et il y a tout ça à revoir, et c'est aussi assez amusant. Voilà. Et Estelle, pour toi, c'est quoi un nouveau talent ? Comment il n'y a pas de frontière d'âge, il y a pas de. Alors moi, je suis un peu plus effectivement comme Clotilde. C'est vrai que je les repère dans les écoles, les concours jeunes talents. Donc ils sont plutôt assez jeunes. C'est des coups de cœur graphiques en général. Et quand je sens qu'il y a un potentiel, voilà. Enfin, je les accompagne et voilà. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Qui correspond à la ligne éditoriale de la maison. Voilà. Maintenant, Manon, on va parler juste parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de livres, en tout cas certains qui commencent sur des propositions. En fait, vous recevez des dossiers. Alors, peut-être que c'est de moins en moins le cas parce que les réseaux sociaux ont un peu se servent un peu de books faciles à consulter. Mais les dossiers, en fait, faits par les auteurs et les autrices pour présenter leur travail. Et Manon, justement, toi, en fait, tu as été repéré sur Instagram, mais tu étais en train de constituer ton dossier, et même un dossier qu'on va pouvoir voir, qui est avec toute la présentation. Donc, tu avais ton synopsis, ta biographie, ton parcours, et puis, en fait, quand même une vingtaine de pages dessinées, plus quarantaine storyboardées. C'était ton projet de diplôme, en fait, à Strasbourg. Même j'avais tout le storyboard fini, mais j'ai envoyé que les... On te renvoyait aussi sur les écrans. Les 40 premières pages. Donc effectivement, j'ai été repérée sur Instagram, mais en même temps, je participais à une formation de Centrale Vapeur, qui est donc une association à Strasbourg qui aide beaucoup les auteurs, et il y avait une formation constituer votre dossier avec l'agent littéraire Nicolas Grivel. Donc il nous avait donné des astuces. Franchement, je sais pas. Il nous a dit envoyez votre dossier le jeudi. Donc je me suis bon, d'accord. Le jeudi, c'est le moment où les éditeurs sont plus aptes à lire ce que vous faites. Donc je sais pas. Et donc il y avait un petit peu tous les éléments qui nous avaient dit de mettre dans ce dossier, puisque moi je savais pas du tout. Il y avait pas.
il n'y avait pas aux Arts Déco de comment est-ce qu'on démarche un éditeur, comment est-ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en même temps, il y a Max de Radigues, donc qui travaillait aux éditions, qui est directeur de collection aux éditions Sarbacane, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit tiens, tu travailles sur une BD. Montre-nous ce que tu fais. Et j'avais mon dossier presque prêt que j'ai envoyé à Sarbacane et à d'autres éditeurs en même temps. Et ça a été Sarbacane. Et juste, c'est facile de constituer un dossier pour son premier livre. Tu avais déjà toute la trame, toute l'histoire était écrite. C'était une histoire que je pense c'est peut-être souvent le cas quand on fait un premier livre qu'on a en tête depuis assez longtemps. Donc je savais quand même où j'allais. C'était mon dossier de diplôme. J'avais laissé passer 2 ans. Enfin, c'était mon projet de diplôme. J'avais laissé passer 2 ans avant de m'y remettre. Et j'étais quand même un petit peu sûre de où j'allais. Et donc, c'était pas très compliqué. Et évidemment, après le storyboard, on l'a repris avec mes éditeurs. Mais c'était plutôt quelque chose de purement formel. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Est-ce qu'un synopsis, on envoie 4 pages de synopsis ? Est-ce qu'on envoie un storyboard fini, enfin comment ça marche? Est-ce que c'était plutôt ça que j'avais pas? Moi, je pensais que pour faire une BD, il fallait envoyer la BD terminée aux éditeurs et puis ils nous disaient oui ou non. On avait travaillé 2 ans dessus et peut-être que ça allait être que des noms. Donc heureusement, non. Je pouvais envoyer le storyboard avant de faire la BD. Ça vous arrive de recevoir des BD complètes, on va dire un peu par amateurisme ou erreur? Oui, malheureusement pour les auteurs, souvent c'est formidable en fait ce que tu viens de raconter parce que c'est pas notre quotidien à nous. Hein. D'abord, il y en a tous les jours, pas que le jeudi, des dossiers. Ou alors chez Sarbacane peut-être, mais en tout cas le reste du temps non. Et honnêtement, des dossiers effectivement. Plutôt des fois c'est complet, enfin je veux dire il y a même pas un synopsis, on a tout un scénario de 300 pages à lire pour savoir où la personne veut en venir, donc des fois on va pas jusqu'au bout pour savoir où elle veut en venir, enfin vraiment on reçoit beaucoup de dossiers et pas si bien fait que ça. Et s'il y a des aspirants auteurs ici, il y a aussi un truc qui serait pas mal pour tous les dossiers qu'ils envoient, c'est de mettre un contact sur le dossier, quoi. Une adresse mail, un numéro de téléphone, parce que très souvent c'est des pièces jointes de mail, et quand on le regarde quelques temps après avoir reçu le mail en l'ayant sorti du courrier, s'il n'y a aucun contact, on peut même pas rappeler, quoi. On peut même pas dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, quoi. Mais oui, il y a des gens qui envoient des bandes dessinées complètes et effectivement ça peut être un crève-cœur, je veux dire, de refuser dans ces cas-là parce que si la personne a mis, de manière, moi je pars toujours du principe que la personne a mis ses tripes. Donc j'ai même des choses qui ne me plaisent pas du tout, j'essaye toujours d'être très poli dans la réponse, qui peut paraître formelle des fois, mais en tout cas qui est toujours un encouragement. Voilà, c'est important, je pense. On est face à des gens qui ne se mentent pas, quoi, les 3 quarts du temps. Et juste par rapport aux BD que tu vas sortir, il y a 2 dossiers que tu as reçus qui t'ont convaincu quand même. On parlait de Jean Leveugle, la BD sur la cartographie. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on voit les images là. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est la bande dessinée, enfin je veux dire l'édition, je pense que dans le fond, la qualité première, enfin je sais pas si c'est une qualité, ce qu'on demande à un éditeur, c'est la curiosité et l'envie, quoi. Je veux dire, quelque chose qui nous sorte de l'ordinaire. Il faut que la personne, quand on voit un dossier, qui propose un projet, ça nous titille, qu'on se dit tiens, ça je connais pas, ou ça me plaît, voilà. Donc effectivement, c'est des coups de cœur. Et dans le cas de Jean Leveugle, par exemple, c'est un dossier que j'ai reçu. Et vraiment, ouais, j'ai été bluffé par l'intelligence, par l'humour qu'il pouvait y avoir sur un sujet assez sérieux, puisque c'est une histoire de la cartographie. Mais vraiment, je me suis dit, ah ouais, ça, je veux pas le laisser passer, quoi, parce que alors moi, je conseille pas j'ai envoyé un autre conseil à Nicolas, c'est pas d'envoyer les dossiers le jeudi, mais c'est d'envoyer les dossiers pendant les vacances, en fait, parce que là, on a plus de temps pour les lire. Dans le fond, c'était arrivé vraiment juste avant les vacances. Voilà. Et à Clotilde, toi aussi, tu reçois des dossiers, alors même si vous visez pas forcément l'album, puisque là, c'est le but, j'imagine, d'installer déjà une série, puisque à chaque jour, il y a une série différente.
différentes. Mais comment les auteurs, les autrices en fait te démarchent avec des dossiers qui peuvent être un peu traditionnels ou au contraire c'est un nouveau type de dossier? Alors, bon, c'est pas du tout la même dynamique. Donc déjà, c'est beaucoup moins formel parce que ça se passe sur Insta. Donc en DM, salut matin, j'adore ce que vous faites, j'aimerais dessiner pour vous. J'ai une intuition de projet, est-ce qu'on peut en parler? C'est surtout là que ça va m'intéresser parce que donc on est sur les réseaux, on a la réaction immédiate des lecteurs, des lectrices. Donc il y a plein de choses qu'il faut. Enfin, je peux pas recevoir un projet complet comme ça et dire ah ouais c'est bon. C'est une série sur Matin. C'est d'abord 1-2 heures de discussion avec l'auteur ou l'autrice, aller tirer un truc, faire de la recherche, se dire ok toi t'aimes bien ça, mais moi j'ai intuition qu'il faudrait qu'on parle de ça parce que on parle de sujets de société en fait. Hein, donc il faut aussi, enfin on regarde le monde changer et on réfléchit à comment on a envie de porter le projet. Donc il ne m'est jamais arrivé de recevoir un projet complet mais non, j'ai toujours eu une ébauche des projets et après c'est aussi ça qui est trop marrant dans nos métiers d'éditeur, c'est d'aller chercher ce que l'auteur ou l'autrice a dans le ventre, détricoter et dire ah bah ouais tu devrais aller par là et tout ça, et que ce soit un projet de l'auteur et de l'autrice mais qu'on l'ait accompagné, poussé, soufflé dans le dos quoi. Donc non, jamais un projet complet dans l'histoire de Matin, la courte histoire de Matin. Et sachant que sur Matin, c'est des séries qui parlent de la société, mais il y a quand même toujours un parti pris humoristique, il y a de l'information, mais aussi de l'humour. Donc j'imagine que tu cherches l'engagement, l'humour, la narration. Alors dès qu'un projet manque d'humour, c'est vrai qu'il m'intéresse pas. Mais c'est triste à dire. Mais c'est là encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi nos affinités, quoi. Mais s'il n'y a pas d'humour, je peux pas. Surtout qu'on parle de sujets quand même très lourds. Hein. On parle d'urgence climatique, on parle d'injustice, voilà. Et ce qu'on n'a pas dit en préambule, parce que j'imagine que tout le monde dans cette salle ne connaît pas Matin, c'est que Matin, c'est la revue digitale de Dargaud, et donc on est assis sur un héritage qui est celui du magazine Pilote, que vous connaissez sans doute, ou peut-être que tu allais y venir. Mais l'héritage de Pilote, c'était le magazine qui s'amuse à réfléchir. Et on essaye vraiment de donner ce souffle, en fait, c'est-à-dire on fait un peu du docu, on fait un peu des essais, parfois on fait des séries plus légères, parfois on fait juste des séries de pop culture rigolotes où on met en scène où on essaye d'apprendre en s'amusant, mais l'enjeu c'est toujours de s'amuser à réfléchir. Donc même quand on parle d'ultra richesse ou d'injustice ou d'inégalité sociale, au fond il y a toujours un peu des blagues. Même le harcèlement scolaire, on a réussi à en faire un truc, évidemment c'est sans doute c'est un des sujets les plus lourds et les plus rudes, mais on a réussi à en faire un truc un peu marrant parfois. Estelle? Alors moi pour ma part, non, j'ai rarement reçu un projet complet, enfin toutes les planches réalisées, c'est très très rare. Généralement je reçois quelques planches couleurs, des recherches de personnages, c'est plutôt au niveau du développement du scénario en fait. En général, oui, je reçois des fois le scénario pas mal développé. Et sinon après pour les écoles on essaye de pas mal justement je les invite à bien présenter leur projet. Donc je fais des petites notes pour leur expliquer comment faire le jour où ils souhaitent justement présenter un projet à un éditeur. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans les écoles, ils sont pas trop préparés, je trouve, à ça. Et des fois, on reçoit, ça tient pas assez la route. Donc il faut être, il faut taper dans l'œil de l'éditeur immédiatement. Donc il faut être efficace. Voilà. Donc j'essaye de les, quand je peux, leur montrer comment faire. Voilà. Et concrètement, comment tu repères en fait les étudiantes d'école qui ont le potentiel pour devenir auteur-autrice? Quand ils ont eu des idées intéressantes, quand il y a un style graphique intéressant, Tu vas dans les écoles? Oui, je vais faire les rencontres dans les écoles, même que ce soit Angoulême, il y a les jeunes talents, il y a plusieurs rencontres qui ont lieu avec les jeunes talents en fait. Donc, et c'est vrai que des fois il y a des dossiers, ça tient pas du tout la route, donc j'essaye justement de leur expliquer comment bien présenter un dossier, parce que ça c'est important. L'efficacité. Parce qu'on reçoit tellement de dossiers en fait qu'on peut pas. C'est compliqué. Il faut être efficace. Voilà. Il faut que l'auteur fasse comprendre tout de suite le sujet, le style graphique qu'il souhaite mettre en place. Voilà. Et concrètement, en fait, vous pouvez consacrer au minimum combien de... Est-ce qu'il y a des mots qui peuvent être repoussoirs, des choses où vous dites, au bout de 5 minutes, non, c'est pas la peine. Ça existe?
Oui. Moi, ce qui est un peu repoussoir, alors je vais être honnête, c'est quand la personne envoie un dossier en disant puisque vous publiez Joe Sacco ou Étienne Davodo, j'ai pensé que ça vous plairait. Enfin, c'est fait pour vous, et puis alors, ça n'a rien à voir. Et c'est ça. Je me dis, à quoi bon répondre? Et puis, c'est aussi la personne qui s'adresse à vous directement, mais qui met toute la liste des éditeurs et qui l'envoie en même temps. Et alors, ça, je me dis, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, là, non, il y a un manque il y a un petit truc qui me chagrine, on va dire, quoi. Mais, repoussoir, je sais pas si c'est. Je veux dire, nous aussi, on est des repoussoirs. Je veux dire, donc, voilà, d'une certaine façon. Oui, de toute façon, quand même, ce sont des métiers d'humain à humain, quoi. Hein, donc, moi, si je suis séduite par une accroche, par une façon d'aborder le projet, ou c'est vrai que je vais plus facilement rentrer dans un échange avec l'auteur ou l'autrice. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais. Et d'ailleurs, ça devrait pas rentrer en compte, mais des phrases mal formulées. À la limite, les fautes d'orthographe, ça c'est encore autre chose, parce que ça, je concède bien volontiers que. Mais quand on sent qu'il n'y a pas d'effort fait pour écrire le mail, c'est. Bah ouais, mais moi, je suis pas une machine à recevoir des projets, et toi, tu vois, si on a envie de travailler ensemble, c'est qu'on fait l'effort ensemble de s'écrire, de prendre le temps de. Voilà, moi, si je sens que quelqu'un a bâclé, j'ai pas envie. Parce que je bâcle pas, moi. Voilà. Oui. Et comment toi tu travailles pour repérer justement les étudiants des écoles? Tu fais aussi des je sais pas, des ateliers où tu vas, où tu. Alors comme Estelle, hein, je suis jurée dans des écoles, j'interviens, je fais des rencontres, j'ai animé des ateliers dans les écoles souvent. Ça demande vachement d'énergie, beaucoup de temps et tout, mais c'est super instructif pour eux pour moi et j'espère pour eux. Et puis après, on a tous, je pense, éditeurs et éditrices, compris qu'aussi c'était sur Instagram maintenant que les auteurs et les autrices mettaient leur vitrine. Enfin, c'est leur vitrine en fait. Hein, donc, ils mettent leur book en ligne et charge à nous de prendre le temps aussi de regarder et de dire salut, j'aime bien ce que tu fais. Et juste par rapport à la nouvelle génération d'étudiantes, ils ont une appétence accru, j'imagine, pour Instagram, donc forcément il y a un rapport plus privilégié en fait. Oui, alors d'abord ils comprennent bien le média, souvent ils sont lecteurs ou lectrices de matin, ça c'est sympa, parce qu'on peut se parler assez vite. Et après les sujets dont ils parlent sont quand même souvent les mêmes en ce moment, ils tournent quand même pas mal autour de certains sujets, donc moi ce qui m'intéresse c'est la singularité d'un projet, c'est-à-dire par exemple, je dis n'importe quoi, mais je dis pas n'importe quoi. Le féminisme, c'est un sujet qui leur parle à fond, où toute la communauté LGBT queer et tout ça, ce sont aussi des sujets dont ils ont hyper envie de parler. Et après, vu que ce sont des sujets quand même très battus et rebattus sur les réseaux surtout, comment est-ce que tu le traites toi avec singularité? Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau? Et ça, je pense à ça par rapport à ta question, Estelle, sur comment tu remarques dans une école. Je pense qu'il y a ça aussi. Et puis il y a aussi ceux qui veulent pas parler de ça. Alors ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire, il faut quoi? Je sais pas, qui viennent chercher un nouveau projet. L'autre jour, j'ai une jeune femme qui m'a dit j'ai envie de raconter les histoires d'Hildegarde de Bingen, qui était la toute première, qui faisait des potions, enfin la première écolo de l'histoire de France. Enfin bon, c'est un peu raccourci, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'aller chercher d'autres choses ailleurs. Alors Manon, c'est vrai que toi tu as été repérée plus vite que tu ne le pensais via Instagram, donc par Max de Radigues, qui est à la fois auteur et éditeur, directeur de collection chez Sarbacane. Tu peux nous dire en fait comment ça s'est vraiment passé? Tu mettais des images, c'est ça Oui, en fait, effectivement, mais pas que de la falaise. Je pense qu'on a très vite intégré que pour travailler, il fallait être actif sur Instagram. Et c'est vraiment notre outil de travail. Et quand on sort de l'école et qu'on voit un éditeur ou un DA qui s'abonne à nous, ça fait notre journée. et du coup, Max, je pense que le fait qu'il soit à la fois éditeur, donc à Sarbacane, à l'employé du mois, prof et auteur, enfin, je pense qu'il brasse assez large dans le milieu de l'édition.
Et quand il m'a contacté, je crois que la collection chez Sarbacane, donc qui sont des récits centrés surtout autour de l'adolescence, qu'il était en train de mener. Enfin, c'était, je pense, Instagram une mine d'or pour lui, puisque les jeunes auteurs parlent beaucoup de l'adolescence. Et je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai reçu un mail. Oui, bonjour. Est-ce que je peux en voir plus parce que j'ai vu tes planches, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis c'était en fait très simple. Et c'est souvent aussi comme ça que ça se passe, même pour des travails avec des DA qui sont, j'ai vu ton travail, je veux en voir plus. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'en fait, nous, on n'a plus grand chose à faire. c'est qu'on vient nous chercher et qu'il y a moins enfin, ça tombe un petit peu comme ça aléatoirement, mais en sortant de l'école, j'ai envoyé une série de mails presque tous les jours pour avoir du travail et ça n'a rien donné, jamais, alors que c'est toujours Instagram sans que je le recherche, où les gens sont venus vers moi, et quand j'ai été vers les gens, ça a vraiment rarement donné quelque chose. Donc au final, c'est plus une posture d'attente qui, je pense, peut parfois être un peu stressante quand rien ne vient, mais qui est plus efficace qu'être actif. Enfin, j'ai l'impression. Et en même temps, pour toi, Instagram, c'est quoi, je sais pas, une expérimentation libre. Tu mets ce que tu veux justement. Tu n'as pas de pression quand tu mets en ligne des images. Non, je reste. Déjà, c'est que du dessin. Je mets rien de ma vie privée. Enfin, si sur mon compte privé, mais qui est sous pseudo, etc. Et non, c'est vraiment un outil de travail et il y a un petit peu ce truc des posts finis qui sont ce que je considère, enfin, dont je suis fière, on va dire, et les stories qui servent à montrer ce que je suis en train de faire, où j'en suis, ce que j'essaye, et qui sont plus informelles et qui, en même temps, permettent de dire j'existe toujours, surtout quand on travaille sur un projet de BD qui peut être très long, donc de montrer tiens je travaille, regardez je suis toujours là, si jamais vous voulez me faire travailler, et qui là, enfin c'est un peu de manière bête de le dire, mais de créer du lien. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais avec des gens qui nous suivent. Après, moi, je suis pas une influenceuse, hein, mais d'avoir et aussi même d'un point de vue très personnel, d'éviter une forme de solitude de l'auteur, parce qu'on discute beaucoup avec d'autres auteurs, autrices, d'autres gens, et il y a une petite communauté, et enfin voilà, on reste en contact et on n'a pas cette solitude. De travail. Parce que tout à l'heure, tu disais un peu en off, mais bon, on peut en parler, que l'année après le diplôme, c'est un peu une année un peu perdue, un peu presque de déprime, où on se cherche quand... Aux Arts Déco, on a ce qu'on a, c'est en 5 ans les Arts Déco, on a ce qu'on appelle la 6e année, donc c'est le passage obligé par la dépression pour la plupart des étudiants, où on a une petite année d'errance, je pense, qui est liée au fait qu'on a sorti nos projets de diplôme, tout le monde nous a dit c'est génial, et on attend que le monde vienne à notre rencontre. Et en fait, évidemment, ça n'arrive pas. Et on se remet un petit peu en question, comment je vais... Maintenant, je suis plus étudiante, et ma passion, ça devient ce qui doit me nourrir. Et il y a un petit peu ce rapport qui est compliqué entre travailler et aimer ce qu'on fait. Et donc, effectivement, il y a une année... une assez longue année d'errance, sauf pour un ou deux qui arrivent à s'en sortir. Parfois, ça dure 2 ans, 3 ans, mais c'est pas évident, quoi, de sortir d'une école qui est très artistique, où on laisse complètement de côté tout ce qui est pratique, donc faire un dossier, faire des déclarations URSSAF, s'inscrire au RSA. Et du coup, c'est un peu une claque qu'on se prend aussi. Voilà. Oui. Estelle, tu comprends Oui, mais même finalement parce que est-ce que c'est spécialisé, les Arts Déco Strasbourg, ils sont spécialisés en BD ou illustration, non? Illustration, bande dessinée. Ouais, voilà, parce que par exemple Émile Cole, ils sont spécialisés BD et ils n'ont pas non plus tous ces cours-là. Enfin, et c'est dommage, je trouve, en fait, hein, parce que du coup les étudiants qui ressortent de l'école, ils sont pas du tout prêts à affronter le monde du travail. Enfin, c'est compliqué. Hein, enfin, donc en fait, c'est un éditeur finalement qui les accompagne. Ils vont être confrontés au monde du travail, en fait. Voilà. Ah ouais, et donc c'est vraiment nous qui les accompagnons. Enfin, c'est pour ça que nous on a mis en place, ce que j'expliquais à Vincent, on a mis en place un livret d'accueil, vraiment pour accompagner les jeunes auteurs. Enfin,
pour leur rendu des planches, parce qu'il y en a certains, ils savent même pas comment rendre les planches, enfin, au niveau du format, au niveau de la définition, enfin, ils sont complètement perdus en fait. Donc il faut vraiment les accompagner de A à Z. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Sortir de l'école pour pas savoir rendre les oui. Mais enfin, en tout cas, les jeunes auteurs, enfin, voilà, c'est compliqué. Et juste pour toi, Instagram, c'est aussi un peu le support roi pour justement court-circuiter tout et repérer des talents. Oui, aussi. Enfin, oui. Oui, parmi plusieurs, oui. Ça peut être aussi. C'est vrai que les jeunes auteurs, enfin même tous les auteurs, enfin, publient leurs books en ligne, voilà. Même sur Facebook, enfin sur plusieurs réseaux. Enfin, et c'est vrai qu'Instagram, c'est vraiment la source, voilà. Il y a des artistes justement que tu as signés récemment, que tu avais repérés sur Insta. Pas récemment. Récemment, non, c'est plus les écoles et les rencontres en festival. Justement, on est dans un festival, un voilà. Mini Boom. C'est les festivals, c'est immanquable, les rendez-vous. Oui. Comment ça se passe alors? Peut-être. En fait, j'analyse un peu les auteurs qui sont présents, les jeunes auteurs, enfin tous les auteurs. Puis je fixe des rendez-vous. Enfin, ou alors Angoulême, donc il y a les jeunes talents. Enfin, on a publié notamment Elodie Garcia. On l'a rencontrée aux Rencontres Jeunes Talents à Angoulême. Tu peux juste expliquer ce que c'est en fait, ces rencontres jeunes talents? C'est organisé tous les ans donc par le Festival d'Angoulême. C'est vraiment des auteurs qui n'ont jamais publié en fait et à qui on propose des rendez-vous avec des éditeurs. Voilà, donc ils ont des rendez-vous toute la journée avec des éditeurs. Donc ils proposent leur dossier et voilà. Et donc c'est comme ça que nous avons rencontré Elodie Garcia. Enfin, on verra dans la vidéoprojection. Là. Et par exemple, également, Alexis Saint-Georges est un jeune talent aussi d'Angoulême. Voilà, donc on les repère comme ça, puis on creuse avec eux. Enfin, donc il y a un début de projet, puis on leur propose d'aller plus loin, enfin on les accompagne, voilà. Il faut rester toujours à l'affût, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et vous devez multiplier aussi les rendez-vous sur les festivals. C'est quelque chose. Comment vous vous préparez en fait? Vous préparez en amont des rendez-vous ou il y a aussi cette Il y a les rencontres jeunes talents et tout ça, c'est super, c'est speed dating qu'on organise de temps en temps, par exemple à Angoulême. Émile Cole aussi le fait, c'est bien pour ça. Et moi, je crois pas mal à la création spontanée. Quand en fait on se retrouve à table, on a bu 2 verres de vin, ouais, toi tu fais quoi? Et moi j'adore ceci. Et je dis, ah mais attends, faudrait qu'on fasse ça. Et en fait ça, je pense que certains grands projets sont nés de la création spontanée. Et je pratique beaucoup ça aussi. Mais par ailleurs, je fais aussi des rencontres plus formelles qui parfois n'aboutissent à rien. Oui. Mais c'est toujours une grande joie, oui, ces moments où en fait, si on n'avait pas eu cette discussion autour de cette bonne bouffe, en fait, il ne se serait rien passé. Je trouve ça assez satisfaisant. Alors, c'est quelque chose que tu pratiques aussi, la Non, bouffe. c'est l'inverse, c'est les jeunes auteurs qui font des rencontres éditeurs vintage. Non, oui, je partage. Enfin, j'aime bien ce genre de rencontre, mais c'est un peu frustrant en même temps, ce côté speed dating et tout. J'avoue que c'est pas mon exercice préféré. Par contre, ouais, la rencontre spontanée. Et quand tu parles justement des rencontres spontanées, je sais qu'à Angoulême, par exemple, il y a des moments où je fais intentionnellement, je reste sur le stand pour accueillir les gens qui viennent à tout hasard et tout, parce qu'il y a une timidité, il y a quelque chose, ils se rendent pas compte de ce que c'est réellement, et voilà. Et je pense que c'est un moment qui est compliqué, où ils risquent de se faire rembarrer un peu partout, en fait, parce que tout le monde travaille et tout. Et si je peux le faire, en fait, je le fais, quoi. Voilà. Donc il y a un peu toujours les mêmes personnes qui reviennent des fois, c'est un peu lassant d'une année sur l'autre, qui vous reconnaissent, ah non, pas lui, mais il y a des bonnes surprises aussi, et voilà quoi, donc vraiment, mais oui, je crois à la spontanéité, c'est ça le plus important en fait. Je reviens toujours à la même chose, mais un éditeur, ça doit être curieux, c'est ça qu'il faut. Je veux dire, c'est la curiosité qui nous mène, et la curiosité, c'est d'aller vers les gens, ou les gens qui viennent vers vous, d'une façon ou d'une autre, que ce soit sous forme de dossier sur Instagram ou dans la vie
au café. Ça doit aimer les gens, ça doit adorer rencontrer des gens, un éditeur, en fait. C'est vrai, il faut adorer la vie des gens, quoi. Mais pas trop quand même. Non, mais de fait, pour moi, c'est comme ça que plein de projets sont nés. Juste en parlant, on se racontant nos vies, en machin et tout ça. C'est ces moments-là aussi qui font. Alors, je te rejoins là-dessus à 100%. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à un auteur qui aura plusieurs. Qui démarche et qui aura plusieurs éditeurs intéressés, tu vas vers celui avec qui tu sens que tu vas t'entendre le mieux, quoi. Ouais. La personne, alors en espérant que ce soit moi, j'excuse, mais vraiment, je crois que c'est ça l'important en fait, c'est-à-dire on va faire un bout de chemin ensemble. Des fois, en plus, si la fidélité se crée des années ensemble, donc c'est important que ce soit ça marche. Quoi. Je veux dire ça. Et juste pour revenir au festival, par exemple, c'est Cécile Guillard que tu as rencontré à Saint-Malo, à Quai des Bulles, c'est ça? Oui, Cécile Guillard, ouais, tout à fait. Donc jeune dessinatrice qui avait publié 1 ou 2 livres. Et effectivement, il y a eu une rencontre à Saint-Malo, comme ça, informelle, très sympathique. Mais quand elle m'a envoyé son projet, je voyais très bien qui c'était. Et donc je me souvenais de cette rencontre, très, très sympa. Et en plus, le projet était très bon, donc voilà quoi. J'ai dit, je veux le faire. J'adore la botanique. Parce que je suis curieux. Et la curiosité, en fait, elle se manifeste aussi par. Vous allez souvent dans des librairies, regardez ce qui peut paraître ailleurs. Oui, alors moi, mon métier a un peu muté depuis que je suis sur Insta. Parce que je l'ai observé il y a peu de temps, la curiosité que je nourris, elle est plus j'écoute tout le temps des podcasts, je suis tout le temps en train de lire la presse, regarder ce qui se passe sur les réseaux, beaucoup Twitter aussi. En fait, aujourd'hui, ce qui moi me nourrit pour mon travail, c'est l'actualité et le monde qui change à toute allure. Et je suis moins qu'avant en librairie à regarder les objets et le papier parce que in fine c'est pas moi qui vais le faire ça. Voilà, donc mon métier d'éditrice est un peu différent sans doute de celui d'Estelle et Alain pour ça. Et en revanche, tu peux nous dire comment tu décides de transformer une série Instagram en livre, parce que finalement il y a quand même une vraie transformation avec ajout de rédactionnel, il y a quand même ça devient un objet. Oui, alors c'est Pauline Mermet qui est directrice de cette collection et ensemble on en parle, on réfléchit. D'abord on regarde les sujets qui marchent le mieux sur Matin, mais aussi les sujets qui nous semblent les plus importants à porter en livre. Et après j'utilise un superlatif en disant les plus importants, mais moi je trouve que tous ces sujets sont super importants, mais voilà, comment on peut transformer la série Insta en série papier? Est-ce qu'elle peut avoir une portée sur le marché? Est-ce qu'elle va intéresser du monde? C'est comme ça qu'on a fait le livre de Bobika que tu connais sur la contraception masculine, qui s'appelle Le cœur des obes, parce que c'est un sujet dont on pressentait. Donc quand je l'ai édité il y a 1 an et demi sur Matin, je pressentais qu'il était porteur, mais à l'époque Libé n'en avait pas fait de sujet, il n'y avait pas eu de sujet en prime time chez Élise Lucet et tout ça. Donc là, on s'est dit, c'est le moment en fait de sortir ce livre. Mythe et meuf de Blanche Sabat, en plus, elle a quasiment 100 000 abonnés, donc en plus il y a une communauté. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'on se dit, allez, on se lance là-dedans pour en faire un bouquin. Le fait d'avoir une communauté pour un auteur ou une autrice, c'est un critère très important. Comment tu non, vois c'est pas un critère très important, sinon il n'y aurait pas de jeunes talents. Mais c'est évidemment un critère qui rentre en compte. C'est-à-dire que quand une autrice comme Blanche, qui a 100 000 abonnés, qui l'adore en plus, sort un livre, c'est vrai que ça joue. Enfin, elle va en parler, je fais la promo, j'adore, tout le monde vient, il y a des queues infinies de fans. C'est vrai que ça compte, mais c'est pas le critère. Le critère, c'est est-ce qu'on a envie d'en faire ce livre, est-ce qu'on pense qu'il a une possibilité d'une vie sur ce marché qui est super dense. Estelle, la curiosité, elle te pousse aussi à regarder les livres chez les autres maisons d'édition. Tu fais souvent du lèche-vitrine en librairie. Oui, j'aime bien aller en librairie, effectivement. Puis voir aussi la fabrication des albums, ça m'intéresse beaucoup en fait. Parce que c'est vrai qu'on apporte beaucoup de soins à la fabrication de nos albums. Donc c'est vrai que je regarde la concurrence, effectivement. Voilà. Après, oui, je suis actualité. Voilà. Juste Manon, toi, la sortie de ton premier album, il t'a amené des propositions d'autres maisons d'édition que Sarbacane?
Il y a des gens qui sont venus te voir. On va dire que je me suis fait draguer. Oui, ce qui était assez étonnant, parce que c'était des maisons d'édition qui ne seraient pas forcément parties pour le premier livre, mais maintenant qu'il y avait eu le travail fait sur le premier livre, c'était marrant de voir et flatteur, hein, je ne vais pas mentir, qu'il y avait des éditeurs qui étaient intéressés. Après, c'est vrai que moi, c'était très bien passé avec Sarbacane, qui croit en moi et qui croyait en moi dès le début, quand mon livre n'existait pas, et qui m'a, surtout j'ai une très bonne relation avec Max de Hadigas, et c'est ce que tu disais sur travailler avec les gens avec qui on s'entend, et où c'est pas toujours évident puisqu'ils me font bosser, ils me font reprendre beaucoup de choses, mais en même temps je lui fais confiance et j'ai confiance en ses avis, en sa façon de voir les choses, et quand il dit quelque chose, ça me semble toujours pertinent, et ça c'est quand même très précieux en plus de cette relation de travail, quoi, surtout pour un deuxième livre, c'est pas évident de repartir. Je trouve qu'on se sent un peu en insécurité, et à partir du moment où ça s'était bien passé, où je me sentais soutenue, il y avait vraiment pas de raison pour moi d'aller ailleurs. Mais après, c'était agréable quand même. Et sachant que pour toi, Sarbacane, c'est pas une maison d'édition que tu aurais visée spontanément. Elle te paraissait presque un peu trop grosse pour ton premier album. Disons que j'ai vraiment évolué dans le monde de la micro-édition et des éditeurs indépendants. Et en fait, après Sarbacane, j'aimais bien cet entre-deux, justement, entre grosse maison et un côté assez indé, mais ça me paraissait, j'y pensais même pas, en fait, c'était pas dans ma, je pense que c'est aussi l'effet, on va dire, art déco qui pousse à faire des collectifs, qui diabolisent beaucoup les gros éditeurs. Donc j'y pensais pas du tout avant que Max m'envoie un message, parce que en fait je me disais mais qu'est-ce que ces éditeurs, je voyais pas trop comment ça pouvait fonctionner, et puis pour moi voilà, c'est ce que je disais, j'avais cette vision, on envoie notre livre déjà fini à un petit éditeur qui le publie à 1000 exemplaires et on en vend 500, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que c'est l'effet art déco qui c'est très bien pour plein de choses, mais qui pousse à voir dans vraiment l'underground et l'indépendant à fond sans envisager le reste. Et vous trois alors, vous cherchez à avoir des engagements avec vos auteurs, vos autrices, vous dites voilà, on commence une relation plutôt à moyen terme, voire long terme. Oui, c'est toujours plus agréable de bien s'entendre, parce que d'abord c'est vrai qu'il y a ces retours, ces remarques qu'il faut faire et tout ça, et chaque auteur-autrice a sa sensibilité, donc c'est quand même bien de réussir à comprendre l'auteur ou l'autrice en face, et vice-versa. Oui, pour moi, c'est hyper important. Et il y a aussi, surtout sur Matin, pour moi, ce qui est super important, c'est que tout le monde s'amuse à produire, à faire ce qu'il est en train de faire. Et si on ne s'amuse pas, d'abord, ça se sent. Et si on ne s'est pas bien entendu, parfois, ça se sent aussi. Non, ouais, c'est vraiment hyper important. Et il y a par exemple Sandrine Deloff qui avait fait La maltraitance animale. Elle a finalement s'associé à Sarah Lecoq pour parler du harcèlement scolaire. Donc, il y a quand même une volonté d'avoir des auteurs-autrices étiquetés Matin. Alors oui, il y a de plus. Je suis heureuse de pouvoir faire des ponts et des passerelles entre les autrices et les auteurs de Matin. Et puis voilà, Sarah Lecoq et moi, on a travaillé ensemble sur une série, ça s'est super bien passé. Elle est journaliste et voilà, on s'entend hyper bien. Par ailleurs, elle avait cette envie de parler de harcèlement scolaire. Je sais que Sandrine, c'est un sujet qui allait lui parler, et donc voilà. Après, quand c'est agréable de travailler avec des autrices, c'est confortable de renouveler aussi, parce qu'on peut pas tout le temps être en train de chercher du renouveau, sinon tout le monde s'épuise. Alain, donc oui, je suis entièrement d'accord. Et en plus, ce qui est intéressant justement après le premier album, c'est le second et la suite, parce que
chacun connaît les qualités et les défauts de l'autre, je dirais, donc on pourra encore mieux travailler, quoi. C'est important. Mais même, moi j'ai peut-être une petite particularité par rapport à vous, c'est que je fais également des livres étrangers, donc des traductions, par exemple comme Catriona Chapman dont tu parlais. Et c'est vrai que même dans le cas donc là de livres qui sont traduits et qui ont déjà été publiés dans une langue, en anglais plus facilement, j'essaye toujours d'avoir une relation privilégiée avec l'auteur dès le départ, de rentrer en contact, donc de passer outre mes collègues éditeurs étrangers pour pouvoir créer ce contact et continuer de travailler avec les auteurs, les autrices dans la durée, quoi. S'il y a un coup de cœur, c'est pas une passade, quoi. C'est un coup de cœur. Voilà. Et juste comment tu les repères, ces livres étrangers, justement? Par exemple, Zapico ou Chapman, comment ça se passe? Effectivement, c'est les réseaux sociaux. Dans le cas de Catriona, c'est assez particulier. C'est arrivé par un agent qui, en fait, que je connais pas mal, qui connaît bien mes goûts. Et qui, quand il a vu ça, il m'a dit ça va te plaire, quoi. Et il avait vraiment raison, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, j'ai été touché du début jusqu'à la fin par ce livre, par la sensibilité que ça représentait, par le fait que ça parlait du genre, c'était profondément humain, que c'était une jeune dessinatrice qui sortait de nulle part pour moi. En plus, en Angleterre, la bande dessinée, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, quoi. Et les dessinateurs anglais ont plutôt tendance à travailler pour les Américains et donc faire des garçons en collant, quoi. Et là, c'est pas le cas. Et vraiment, ça m'a touché, quoi. Je veux dire, et voilà, quoi. Et on va continuer de travailler ensemble avec un sujet qui sera un petit plus spécifique français, qui plus est. Voilà. Très bien. C'est important pour vous de vous constituer aussi un réseau de gens en qui vous avez confiance, de gens que vous connaissez bien, qui partagent vos goûts, qui savent par exemple que ça va vous plaire. Comment vous... mais j'imagine que ça se crée de manière un peu informelle, mais quand même, c'est important. Oui, mais tu parles de réseau d'auteurs ou de réseau par exemple, d'agents, d'auteurs qui peuvent en recommander d'autres, oui, d'éditeurs. Ça marche quand même pas mal comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment de recette, mais oui, évidemment que d'abord la BD est un petit milieu au fond, et ce qui est sympa, c'est quand on arrive à faire des passerelles et des ponts pour aller voir ailleurs, et là on est content, mais ça reste un petit milieu, ouais. Et c'est important de bien s'entendre avec plein de gens. Estelle, tu confirmes, il y a des gens qui sont venus parce que ils t'avaient été recommandés, le bouche à oreille. Oui, c'est le bouche à oreille. Moi, j'ai certains auteurs qui m'ont recommandé à d'autres auteurs. Enfin, voilà, donc ça marche beaucoup par affinité, par recommandation. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi sur la relation, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on travaille longtemps avec l'auteur sur un album. Enfin, c'est minimum 1 an, voire 2 ans. Donc, effectivement, il faut bien s'entendre. Donc, c'est vraiment une relation de confiance. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir poursuivre un maximum de temps. Enfin, donc moi, ça fait, sur certaines séries, ça fait 10 ans que je travaille avec les mêmes auteurs. Et voilà. Enfin, donc, c'est vraiment une relation très intense. Voilà. Et c'est appréciable. Enfin, voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce travail. Voilà. La dimension humaine, quand même, est aussi importante. C'est très important. L'échange, c'est très, très important. Voilà. Ce que je vais rajouter. Est-ce que tu confirmes justement, Manon, avec Max, vous avez... Alors, parce que lui, Max, il vit à Bruxelles, hein, je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Donc là, c'était quand même beaucoup par, j'imagine, mail ou peut-être téléphone. Visio. Après, il y avait Max, mais il y a toute l'équipe. Et c'est vrai que... il y a la relation avec... on va dire mon éditeur principal, mais aussi toute l'équipe qui travaille, et ça c'est aussi, on se rend compte en tant qu'auteur que c'est hyper important. Donc en fait toutes les personnes qui travaillent sur ce livre, il y avait à la fois Frédéric Lavabre qui est le grand chef de la BD chez Sarbacane, mais il y avait aussi en fait Anaïs, les gens qui vous font bosser, qui vous emmènent sur des salons, des festivals, et avec qui vous échangez vachement, et en fait avec qui on s'entend très bien, et il y a tout cet aspect humain global qui est aussi très important. C'est pas juste un éditeur, c'est toute l'équipe qui va avec, et
Et je trouve que ça, c'est aussi important d'avoir de s'entendre avec l'équipe, et on a l'impression de faire partie de quelque chose, donc c'est vraiment... d'une famille. Ouais, voilà. C'est ce que me disent les auteurs, en fait. On a l'impression de faire partie d'une famille. Voilà. Du coup, c'est très triste quand certains salariés s'en vont. Voilà. Donc c'est important du début jusqu'à la fabrication et aussi la promotion d'être bien accompagné. Ce qui est marrant, c'est que moi, c'était mon premier livre, donc je découvrais les interlocuteurs au fur et à mesure de la fabrication du livre. Donc la promo, j'ai commencé à parler à ceux qui s'occupaient de la promo à la toute fin, et c'est marrant d'avoir ces nouvelles personnes qui apparaissent, qui disent bonjour, je m'occupe de ça, et au début ça passe beaucoup par mail, mais c'est vrai que moi j'habite à Strasbourg, mais j'allais souvent quand même à Paris, donc j'ai rencontré l'équipe de Sarbacane plusieurs fois, et il y a eu beaucoup de festivals, et ça c'était aussi super de passer du temps pendant les festivals avec l'équipe complète. Voilà. Voilà, Manon racontait qu'elle avait reçu des propositions d'autres éditeurs. Pour vous, c'est frustrant quand justement il y a un talent que vous aidez à révéler et qui finalement, par ailleurs, pour des raisons X ou Y ou financières, ça arrive ou pas? Alors moi, ça m'arrive tout le temps sur Matin. Vraiment tout le temps, puisque c'est une vitrine de jeunes talents et que les cas sont légion d'éditeurs et éditrices de la concurrence qui ont contacté des auteurs en disant « Ah, je t'ai repéré sur Matin, est-ce que ça te dit de faire ceci ou de faire cela ?» Après, c'est le jeu. Et la relation que j'ai tissée avec tous ces gens fait aussi qu'ils m'en parlent et qu'ils me disent « Mais je préférerais faire ça chez toi peut-être ou pas ?» Enfin voilà, après on échange. Mais oui, moi, mon catalogue est une vitrine ouverte à toute la concurrence, donc j'en ai conscience. Mais voilà, ça se passe bien néanmoins. C'est la règle du jeu, quoi. Un peu. Oui. Ah ouais. C'est la règle du jeu, mais on n'a pas demandé à jouer. Hein. Donc, malheureusement, oui, ça arrive tout le temps. Ouais, effectivement, ouais, je veux dire, depuis que je fais ce métier, j'ai tout le temps vu ça. Voilà, et ouais, c'est assez déchirant par moment. Mais, effectivement. L'auteur, c'est Jeff Lemire, par exemple, que tu as été un des premiers à publier en France. Ouais, mais dans le cas de Jeff Lemire, effectivement, j'ai publié son premier livre, Essex County, mais là, dans le cas présent, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup comme dessinateur complet, comme scénariste, et si on voulait tout publier chez Futuro, on publierait pas d'autres livres pratiquement, quoi. Il ferait la moitié du catalogue tous les ans, quoi, en gros. Non, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, donc là, imagine un éditeur qui ne ferait que Johann Spar, c'est à peu près la même chose, avec 40 bouquins par an. Il y a un type de langage dans l'édition de manière générale dont je ne suis pas friande, mais qui traduit quand même quelque chose. C'est un éditeur qui dit mon auteur. Et ça me fait toujours tiquer parce que les gens ne nous appartiennent pas. Par ailleurs, même s'il y a beaucoup d'humanité, d'affect, parfois des grandes amitiés qui se tissent, ça reste leur métier et notre métier. Et donc, de fait, si un auteur a l'envie d'aller voir ailleurs, en théorie, on est un peu des polyamoureux, quoi. On doit l'admettre, c'est le jeu, mais parfois ça brise. Et donc dire mon auteur, c'est vrai que c'est un tic de langage qui m'a toujours un peu heurté. Je suis d'accord avec toi, moi je dis souvent ça aussi, c'est-à-dire que l'auteur est fidèle à son éditeur, parce qu'il fait un livre tous les 2 ans, mais nous on est vraiment infidèles, parce qu'on fait des livres tous les mois avec des auteurs différents, quoi. donc voilà, ouais, je dis toujours, si les auteurs... Ça m'arrive, ouais, malheureusement. Non, mais par contre, dans ma tête, si tu veux savoir, puisque on dit souvent les auteurs sont les parents du livre, je suis le parrain. Voilà. Donc, l'oncle bienveillant, voilà. Pas mal. Estelle, c'est arrivé, toi, de faire souffler un talent que tu avais révélé
Oui, après, c'est vrai qu'ils tentent l'aventure, ça leur arrive d'aller voir un autre éditeur, mais ce qui est bien, c'est que des fois, ils reviennent. Et là, je suis contente, parce que ça veut dire que finalement, c'était mieux chez moi. Donc, oui. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la règle du jeu, c'est en fonction de ce qu'ils veulent développer, si le catalogue leur correspond plus, voilà. Après, nous, chez Steinkids, c'est vrai qu'on a un catalogue assez très très large qui s'adresse aussi bien à l'adulte qu'à la jeunesse. Donc c'est vrai qu'ils peuvent quand même y trouver leur compte, voilà. Donc voilà. Après, c'est comme ça. S'ils préfèrent aller voir ailleurs, voilà. C'est. De toute façon, il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Hein. Vous signez jamais, c'est pas possible, non. ça. Heureusement. Ouais. Mais ça existe, non, une clause dans le contrat pour avoir au moins la primeur du projet suivant, non? Du tome suivant. Non, c'est sur les séries en général. Ouais, mais même sur les. Bon, j'ai déjà eu un contrat comme ça, moi, quand même, une fois. Ouais, tu es tenu de proposer, alors un projet, voilà. Mais et juste par rapport. Si ça apparaît, en tout cas, c'est pas légal, je crois. Pardon, excusez-moi. Je pense pas que ce soit légal, donc ça tiendra pas la route, quoi. C'est pas grave. Et juste par rapport aux talents internationaux, est-ce que vous déplacez aussi sur des festivals étrangers? Est-ce que ça arrive que vous y allez voir ou vous préférez finalement recevoir des livres? À Bologne, je suis allée à Bologne. À Bologne en Italie. Ouais. Mais à part ça. Et donc là, qu'est-ce que tu regardes surtout? Les jeunes talents aussi. Italiens. Oui, italiens. Ouais. C'est vrai que je travaille aussi avec des Italiens. Ouais, parce qu'il y a des bons talents. Mais à part ça, en Espagne aussi. Mais je me suis jamais déplacée. Voilà. Mais il y a des pépites aussi en Espagne. Et en Italie, ouais, je suis d'accord. Ouais. Oui. J'en ai quelques-uns. Ouais. Voilà. J'en ai quelques-uns. Ouais. Par exemple, on voit la couverture, alors, elle est passée là de Alfonso Zapico, là, Le Chant des Asturies. Là, c'est un auteur espagnol qui t'a été recommandé. Non, en fait, il m'a pas été recommandé. J'avais repéré chez son éditeur Astiberi, donc il y a quand même une dizaine d'années, avec son premier livre qui était une biographie de James Joyce. Hein. Et en fait, donc on a commencé à travailler ensemble sur James Joyce, et là il s'est lancé dans une série qui va s'appeler Le Chant des Asturies. Et d'abord il devait y avoir 2 volumes, et puis 3, puis 4. Enfin, au final ça va faire 4 tomes, ça va faire 1000 pages de bande dessinée. Et donc c'est quelque chose qui est un grand succès en Espagne, mais que nous on a préféré attendre la publication des livres au fur et à mesure, d'abord pour cette au départ, il y en avait que 2, après 3, maintenant 4, pour pouvoir les sortir de façon rapprochée, pour que justement ce qui était un jeune talent, ce qui sera un talent reconnu, puisqu'il y aura 10 ans de travail en plus, ne soit pas noyé dans la masse trop rapidement, parce que je pense qu'un auteur inconnu qui publie un livre de 250 pages et où tu dois attendre en France 2 ans en plus pour un sujet qui est beaucoup plus parlant pour les Espagnols, justement dans l'occurrence, ça aurait été une erreur, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'il va émerger. Même si on a fait un autre petit livre entre-temps, sur les relations au Pays Basque, les relations politiques. Voilà. Et un nouveau talent qui se révèle dans son pays natal, ça s'importe facilement en France, finalement, ça trouve son public naturellement, ou c'est quand même difficile de l'imposer? Pas spécialement. Non, il n'y a pas de règle, de toute façon. La seule différence, je dirais, par rapport à ça, c'est purement économique. Je veux dire, c'est que c'est l'éditeur d'origine qui a financé en grande partie cette œuvre. Après, c'est un achat de droit pour un éditeur étranger, français en l'occurrence. Donc le risque, il est moindre. Donc, je veux dire... on peut avoir un succès à 2000 exemplaires dans ce cas-là, quoi. C'est moins grave pour l'éditeur qui, on va dire, se charge de faire ce livre-là. Voilà. Bon, enfin, pour finir, quel est le dernier nouveau talent que vous avez repéré? C'était avant-hier, c'était le mois dernier, comment ça se... Moi, c'est Vincent Brunner. Ouais, c'est ça, ouais. Bravo. Ou c'est le prochain? Oui, bien sûr. C'est ça, voilà. Alors, c'est une question peut-être un petit peu piège, j'en sais rien. Vous recevez tellement de choses.
Non, mais oui, il y a des projets dont on a hâte qu'ils voient le jour. Après, ouais, je pense plus en projet qu'en talent. Là, c'est plutôt j'ai trop hâte que là, par exemple, dimanche, on a une série qui sort sur Matin. Abonnez-vous, qui parle de l'accessibilité au porno des enfants et des jeunes adolescents, qui est en fait la première fois que les enfants sont exposés au porno, ils ont 9-10 ans. Et donc c'est assez nouveau parce que nous, c'était soit des VHS, soit un vieux magazine, mais voilà, c'est un gros sujet et j'ai hâte qu'elle sorte. Et c'est une série qui, par ailleurs, est portée par une jeune autrice qui n'a pas encore été éditée en propre chez un éditeur. Et d'ailleurs, la jeunesse de ce projet, je la suivais sur Instagram. Elle racontait une anecdote de sa vie. Et au milieu de cette anecdote, en 3e case, elle dit d'ailleurs, à ce moment-là, ma maman est rentrée dans la pièce alors que j'avais 8 ans et que j'étais en train de regarder un porno en me demandant ce que c'était. Mais c'était pas du tout le sujet de son projet, d'ailleurs. Et je lui ai dit, Caro, ça m'intéresse à fond. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en fasse une série? Enfin, voilà. Très bien. Estelle, c'était quoi ou c'est sur les publications de fin d'année, par exemple. Peut-être, Nouveau Talent. Moi, par rapport à ce qu'on a publié, le jeune talent qu'on a accompagné, c'était Alexandre Saint-Genest sur l'alchimiste, qui a été repéré par Alessandro Barbucci et que j'ai beaucoup accompagné. Voilà. Après, l'année prochaine, j'ai plein de projets avec des jeunes auteurs. Donc voilà, c'est des projets, quoi. Enfin voilà. Donc. On va passer tout de suite aux questions. J'imagine que vous en avez pour nos intervenants. N'hésitez pas. N'importe quelle question. Petite question. Ou alors vous voulez partir en pause. Non, une petite question. Juste vous préparez. Ah pardon, excusez-moi. On va vous amener peut-être le. Juste à droite, voilà. Très bien. Bonjour, alors j'ai une formation de scénariste, je suis également professeure documentaliste, autrice et éditrice indépendante. Et ma question était la suivante, vous avez parlé beaucoup de repérage de nouveaux talents sur Insta, sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles écoles et dans les festivals, mais du coup vous ne parlez pas de ceux qui écrivent, c'est-à-dire il y a une distinction quand même, tout le monde n'est pas scénariste, et donc sur Insta par exemple on peut difficilement montrer son talent en tant que scénariste, et dans les écoles de dessinateurs il n'y a rarement que des scénaristes, c'est souvent les deux à la fois. Donc comment ça se passe du coup quand vous trouvez de nouveaux talents scénaristes? Je peux commencer. Ah oui. Alors là, je reviens à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que on reçoit beaucoup de scénarios. Hein, et très souvent, ce qui manque, c'est le pitch en fait. Hein, donc ça, c'est une difficulté. Donc le conseil, c'est vraiment de faire déjà au moins un pitch sur le sujet, sur le ton, voilà, qu'on puisse se dire ouais, ça peut m'intéresser, non, ça ne va pas m'intéresser. En tout cas, déjà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, effectivement, quand il y a un intérêt, ce que tu parlais de nouveaux talents, justement, le prochain, pour moi. J'espère que ce sera signé, c'est sur un scénario justement. Voilà. La grosse difficulté dans ces cas-là, nouveau talent scénariste, c'est que non seulement il va falloir que nous, éditeurs, on adhère à ce sujet et qu'on s'entende avec la personne, mais en plus il faut réussir un mariage avec un artiste, une artiste, et ça peut prendre du temps, quoi. Vraiment, faut trouver la bonne personne, jeune dessinateur dessinatrice ou pas jeune, mais qui puisse déjà se sentir touché par votre sujet avant de se lancer dans quelque chose qui va jusqu'au bout, à savoir un livre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est moins évident, ça prend plus de temps, mais ça arrive quand même, très souvent même d'ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, alors merci pour cette question qui est super.
Le scénario, c'est la clé de tout, et en même temps, c'est vrai qu'on peut parfois se laisser duper en tant que lecteur ou lectrice parce qu'on est d'abord plus soufflé par le graphisme d'une histoire. Et c'est aussi la force et parfois la faiblesse de la bande dessinée. Alain, tu parlais de mariage. Moi, je trouve ça hyper amusant comme exercice aussi de s'amuser à imaginer qui pourrait aller bien avec qui. Et oui, en fait, on devrait aussi traîner dans les écoles de scénario. J'y ai déjà pensé, c'est vrai, et on le fait pas parce que, en fait, l'image prend le pas sur le scénario dans la BD. C'est vrai. Après, moi, j'ai une formation artistique, donc je suis quand même plus axée image, illustration. Après, j'ai certains auteurs qui veulent être auteurs complets et qui proposent des scénarios. Enfin, l'image, l'illustration fonctionne. Le scénario est un peu plus bancal. Et dans ces cas-là, on fait des mariages, effectivement, on fait des coachings avec des auteurs plus expérimentés, en fait, pour apprendre aux jeunes auteurs les méthodes, en fait, d'écriture. Et d'ailleurs, un excellent scénario servi par un mauvais dessin, oui, personne ne s'en rendrait compte. Alors qu'à l'inverse, ça peut parfois fonctionner. Non, mais c'est vrai, ça dit quelque chose aussi sur notre art, quoi. Ah. Bémol d'abord. Bémol. D'accord, excusez-moi. Le petit bémol, c'est que quand même, quand on s'intéresse aux médias et à la façon dont ils parlent de la bande dessinée, à l'heure actuelle, on voit bien que ce qui prime avant tout, c'est le sujet. Donc le scénario, et des fois le sujet l'emporte tellement sur le dessin que pourtant on se dit non, ça va pas, ça le dessin, mais on en parle quand même et ça peut même avoir un grand succès. Donc la bande dessinée est un média qui vraiment est le mariage des deux, et effectivement c'est gênant pour nous quand c'est bancal, mais ça n'empêche pas la publication. Voilà. Oui, j'avais une question qui rebondit sur la question de la ligne éditoriale. En fait, comment ça se passe pour vous quand vous recevez un auteur? Vous avez un coup de cœur, mais ça ne correspond pas exactement à la ligne éditoriale préétablie. Est-ce que vous arrivez, dans ce cas-là, éventuellement à faire bouger les lignes de cette ligne éditoriale, ou est-ce que c'est vraiment difficile de négocier avec l'horizon premier de lecture de la maison d'édition? Moi, je pense que c'est une bonne question. Chaque maison d'édition aura évidemment sa réponse, mais moi, je peux répondre au nom de Futuropolis. On fait 40 bouquins par an, donc on travaille dans la fidélité, c'est ce que je disais, donc ça laisse déjà peu de place pour la nouveauté. Et vraiment, des fois, en fait, on passe plus notre temps à refuser les projets quand on a accepté. Il faut bien comprendre ça dans ce métier. Et je ne suis pas persuadé que des fois, que ce soit rendre service à un auteur, des fois, que de publier son livre, même s'il nous plaît beaucoup, mais s'il est totalement en décalage de la ligne éditoriale. C'est-à-dire que les lecteurs, les libraires n'y feront peut-être pas attention. Parce que je veux dire, si demain, moi je fais de l'heroic fantasy, les gens ne viendront pas chercher de l'heroic fantasy chez Futuro. Et la diffusion ne sera pas le portée, voilà, et donc ça passera à côté. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, on a quand même des coups de cœur, et même si c'est en décalage, on se dit putain, faut quand même le faire, quoi. Voilà. Mais c'est un risque, je dirais, partagé. C'est-à-dire que dans le fond, on ne cache pas à l'auteur qu'il est en décalage par rapport au catalogue, mais il le sait, il suffit de regarder, et que ouais, il y a un risque, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas le défendre. Mais il y a un moment où le livre, une fois publié, nous échappe. Il ne nous appartient plus. Je veux dire, il appartient au libraire, il appartient au lecteur, qui l'achète ou ne l'achète pas. Merci pour cette conclusion. On va devoir arrêter. Estelle, Manon, Clotilde, Alain, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. On se donne 10 minutes de pause et puis on enchaîne sur la deuxième. À tout à l'heure.